Hier. Bonsoir Baya Bakari. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci vraiment d'avoir accepté de venir en direct sur BFM TV. Vous êtes là avec nous parce que le procès du crash de la Yéménia s'est ouvert il y a une dizaine de jours, une quinzaine de jours maintenant à Paris. Ce crash a eu lieu dans la nuit du 29 au 30 juin 2009 au large des Comores. Il y avait 153 personnes à bord. Vous êtes, Baya, ce jour-là, la seule rescapée. Et à l'époque, le monde entier, et on va revoir évidemment ces visages, le monde entier découvre votre visage blessé, secouru, en vie. Donc, c'était il y a 12 ans. Est-ce que tout est intact 12 ans après dans votre mémoire? Non, forcément, il y a des souvenirs qui sont plus flous. Il y a des choses que j'ai oubliées Mhm. avec le temps. Et après tant d'années, c'est tout à fait normal. Et puis, il y a eu aussi une volonté de ma part, parfois, de enfuir certains souvenirs Mhm. pour pouvoir avancer dans ma vie. Vous avez fait le tri. Exactement. Vous avez fait le tri. Mm. Est-ce que vous travaillez, est-ce que vous vous forcez justement à vous souvenir de certaines choses, à vous oui, à remémoriser certaines choses pour ne pas les oublier précisément? Alors non, mais avec le procès, j'ai été d'une certaine manière obligée, puisque j'ai relu mes témoignages de Mhm. l'époque. Et les experts aussi qui sont intervenus, forcément, ça me replonge dans certains souvenirs, mais je les accueille d'une manière différente, Mhm. puisque ça fait partie de mon histoire, donc je suis contente de les avoir. Vous avez compris avec le recul ce qui fait que vous avez survécu? Non, personne n'a d'explication, que ce soit les experts, le tribunal, la justice ou moi-même, même les médecins. Personne ne sait ce qui a fait la différence. Je pense que peut-être c'est juste le fait que j'ai été retrouvée à temps, Mhm. mais sur l'explication de mon état de santé, etc., mes blessures, non, on n'a pas. Pas d'explication. Pas Vous d'explication. avez raconté hier devant le tribunal ce que vous avez vécu, l'avion qui entame sa descente, vous qui partez aux toilettes, vous donnez cette explication-là, Mm, ce détail-là. mm, Au moment où il y a la descente, vous entendez que l'avion est en train de descendre, ou on annonce que l'avion descend, mm. vous partez aux toilettes pour vous refaire une beauté. Oui, j'ai donné ce détail-là parce que justement, je me suis souvenu que il y a un homme qui m'avait interpellée pour me demander mon dentifrice, Mhm. car il n'avait pas pu emporter le sien à bord de l'avion. Et c'est des souvenirs comme ça, justement, que j'avais mis de côté, mais qu'aujourd'hui, je suis contente de les avoir de nouveau parce que c'est des familles des victimes, enfin, c'est des victimes Mhm. et les familles des victimes, elles sont contentes Mhm. d'avoir ce genre de souvenirs. Mhm. Elle vous sollicite justement pour raconter ça? Ce type de souvenirs? Ouais. Non, pas forcément, mais écouter mon histoire, je sais que ça leur fait du bien et ils sont tous très gentils avec moi et ils m'accompagnent au quotidien. Il y a ce moment du dentifrice, et après, qu'est-ce qui se passe? C'est le trou noir pour vous derrière. Alors, pas tout de suite, puisqu'on nous annonce du coup l'atterrissage. Les mesures de sécurité sont prises. On nous demande d'attacher nos ceintures, redresser nos sièges. Les hôtesses d'accueil, excusez-moi, les hôtesses passent pour vérifier que les ceintures sont bien attachées. Et puis, je sens des turbulences, mais personne ne réagit. Et je sens comme une décharge électrique sur tout mon corps qui Mhm. me paralyse. Et là, j'ai un trou noir. Mhm. Je me réveille dans l'eau. J'ai pas de souvenir entre le moment où j'étais assise avec ma ceinture et le moment où je me retrouve dans l'eau, sans siège, sans ceinture, au milieu de la mer. À ce moment-là, vous pensez être la seule à avoir chuté de l'avion? C'est le scénario que vous avez en tête? Vous dites: «Je suis la seule à avoir chuté, les autres sont arrivés, les autres sont arrivés, aux Comores?» Alors pas tout de suite parce que l'accident s'est déroulé la nuit, donc Mmh. à ce moment-là, j'étais parfaitement consciente et j'entendais des voix de femmes appeler à l'aide. Donc Mmh. je savais qu'il y avait d'autres personnes pas très loin, mais je les voyais pas. Par contre, je me suis endormie accrochée à un des débris d'avion que j'ai pu prendre. Et quand je me suis réveillée le lendemain matin, c'est là où je suis rentrée, on va dire, j'ai eu cette idée-là en me disant que tout le monde était arrivé et que j'étais la seule à être tombée de l'avion. Mmh. Mm. Et les secours, qu'est-ce qu'on vous explique? Qu'est-ce qu'on vous dit à ce moment-là? À quel moment? Au moment où vous êtes secouru, au moment où vous vous retrouvez à l'hôpital, à Moroni, je crois, Oui, qu'est-ce qu'on oui. vous explique? C'est moi qui demande, du coup, puisque j'ai voyagé avec ma mère, où elle était. Et on m'apprend que je suis la seule à avoir survécu.
et qu'on ne pense pas qu'on retrouvera d'autres personnes vivantes. Mmh. Mais sur le moment, je ne crois pas trop à ces paroles, puisque naïvement, à mon âge, je pense que si on m'a retrouvée, on peut retrouver d'autres personnes. Mmh. Ouais. Il y a ces 11, 12, 13 heures que vous passez dans l'eau, Mm. seul. Vous lâchez, vous êtes sur un morceau d'avion, vous lâchez ce morceau d'avion? Oui, à un moment, mais pas très longtemps, puisque je suis convaincue que ma mère est Mmh. arrivée. Et c'est cette idée-là qui m'a permis de tenir, puisque on avait une très belle relation et elle était très protectrice envers ses enfants. Mmh. Et je me disais, mais elle va pas survivre si elle apprend que j'ai survécu, mais j'ai juste lâché. Donc je l'ai rattrapée de nouveau et je suis restée agrippée jusqu'à qu'on me retrouve. Donc quand je vous demandais tout à l'heure ce qui comment dire? Ce qui a fait que vous Oui. avez survécu, Mm. il y a peut-être de ça aussi. Cette force Mm. que vous avez dû trouver à 12 ans, elle vient de là aussi. Oui, peut-être, oui. Oui, Mm. effectivement. Je le disais, le procès a lieu en ce moment. La compagnie Yemenia Airways est jugée pour homicide et blessures involontaires. Qu'est-ce que vous espérez, vous, de ce procès? Alors, j'espère que apprendre la vérité sur ce qui s'est passé, que la lumière soit faite sur ce jour-là, parce que ça fait 13 ans qu'on attend ce procès. Moi et les familles des Mm. victimes, on ne sait pas de manière très précise qui est responsable de cet accident. Et je pense que tout le monde a besoin qu'un responsable soit désigné pour passer à autre chose d'une certaine manière, parce qu'on a perdu nos proches et ça a impacté notre vie à tout jamais. Mais on a besoin de tourner la page dans cette histoire et de plus avoir à se battre pour obtenir des éclaircissements. Mm. Les experts qui ont étudié ce qui s'était passé Mm. disent que la faute, visiblement, revient au pilote. Mhm. Mais avant même l'accident de cet avion, il y avait des associations qui s'étaient montées pour dénoncer l'état des avions qui emportaient régulièrement des Français d'origine comorienne vers les Comores. Mhm. Vous, aujourd'hui, est-ce que vous avez une certitude ou un sentiment sur ce qui a pu causer cet accident? Ou est-ce que vous dites, je m'en remets complètement à la justice? Je m'en remets complètement à la justice. Après, je sais que ces associations ont été montées et qu'elles ont beaucoup dénoncé l'état des avions. Mais il faut savoir que l'état technique de l'avion a été écarté dans les causes de l'accident. Mhm. Donc c'est pour ça que je me remets à la justice aujourd'hui. Comment est-ce qu'on grandit, Baya Bakari, après une telle épreuve? Alors en étant bien entourée, parce que j'ai eu la chance d'avoir ma famille autour de moi. Et puis, on prend le temps qu'il faut. Ça a été dur parce qu'il faut gérer un deuil Mhm. dans sa famille. Mais j'ai eu la chance, entre guillemets, de ne pas ressentir la culpabilité du seul survivant. Et voilà, j'ai mené une vie tout à fait normale, on va dire, comme la plupart des gens de mon âge. Je suis partie à l'école, j'ai passé mes études. Voilà. Je sais pas on va parler de vos études dans un instant. Je sais pas ce qu'en pensent mes camarades qui vous écoutent dans un silence absolu depuis tout à l'heure. Moi, on est forcément un peu bluffé, sidéré par votre calme, votre sérénité qui se dégage comme ça de vos paroles ce soir. Comment vous l'expliquez, ça? J'ai pas d'explication. Je pense que c'est inné. Et puis, enfin, je fais attention à l'image aussi que je renvoie parce que les familles me regardent et j'ai envie de leur inspirer du courage. Donc c'est pour ça. Parfois j'ai envie de craquer. Hein, Mais vous avez l'air apaisé, c'est ça qui est Il y a très pas de colère en impressionnant. vous, hein. Vous avez l'air très apaisé. Colère. Est-ce que c'est la responsabilité justement qui donne ce sentiment? La responsabilité. Vous parlez des familles, vis-à-vis Oui. des familles, vous vous sentez comme un espèce de rôle oui, modèle Bien sûr, oui, je suis un symbole de cet accident, donc forcément. Est-ce que c'est ma position qui me donne ce sentiment? Je sais pas, je saurais pas vous l'expliquer. Je suis comme ça et j'ai grandi comme ça. Je fais attention juste pour leur transmettre quelque chose de positif et leur donner du courage parce que c'est malheureux ce qui est arrivé. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à s'en remettre. Et je me dis que s'ils me voient, moi, qui étais dans l'avion, qui a réussi à avancer, ça va leur inspirer du courage. Emmanuel. Ouais, je trouve que c'est une grande leçon de vie, hein, quelque part. Et je me demandais si ça vous donnait un rapport à la vie assez différent, en fait. Vous voyez, est-ce que vous avez une petite étoile, une bonne étoile dans laquelle vous croyez, vous dites, elle m'a protégée à 12 ans, elle me protège aujourd'hui à 25, plus tard.
Alors, non, j'ai pas le sentiment d'avoir une bonne étoile, mais effectivement, quand je suis face à certaines épreuves, je me dis, Paya, tu as survécu à ça. Alors, tu peux survivre quand même aux épreuves du quotidien. Tu vas t'en remettre. À l'époque, très vite, vous avez été interrogé par les médias du haut de vos 12 ans. Et je me souviens de ce que vous disiez à l'époque. Vous vouliez faire des études de médecine. Ça vous fait sourire. Oui, parce que Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? J'ai passé le concours, comme beaucoup de personnes, ça s'est pas bien passé. La première année de médecine. Voilà. Ah oui, mais ça arrive à plein de gens. Ça arrive à plein de gens. Et j'ai changé totalement d'orientation. Je travaille dans l'immobilier à présent, donc ça n'a rien à voir avec la médecine. Bruno, je vois votre sourire. Non, je me souviens surtout de tout ce qui avait été écrit au moment de ce crash. On avait beaucoup écrit sur l'état de l'avion, sur la compagnie, sur le côté. Je crois que c'était des vieux avions qui étaient un peu, qui étaient un peu recyclés dans des compagnies du pays, de pays comme les Comores. Est-ce qu'il y a eu des améliorations maintenant dans les avions des compagnies qui sont affrétées sur Moroni, sur le secteur ou pas? Est-ce que vous savez? Alors, pour avoir repris l'avion, la dernière compagnie que j'ai pris, les vols se sont bien passés. J'ai pas remarqué de choses étranges. Il n'y a pas eu de scandale ou de nouvelles associations qui se sont créées. Voilà, après, la compagnie Yemenia ne dessert plus les Comores. Et puis aujourd'hui, non, il y a de nombreuses personnes qui témoignent que il y a une nouvelle compagnie Ethiopia Les Airlines. leçons ont été tirées. Voilà. Vous avez donc revu les Comores depuis? Oui, puisque ma mère est enterrée là-bas. Donc c'était très important pour moi d'y retourner et de me recueillir sur sa tombe. Puis mon père a toujours voulu que cet accident ne soit pas un traumatisme et que je puisse reprendre l'avion. Donc il m'a un peu poussée très tôt, puisque je l'ai repris 2 ans après l'accident.